Bonjour, bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, à cette émission d'ésotérisme expérimental. Cette image qui rappelle les apothicaires, les alchimistes du Moyen Âge qui cherchaient les potions magiques. Est-ce qu'aujourd'hui on est libéré de la pression de ces gens qui, dans des officines très scientifiques, mais aussi dans le plus grand des secrets, développent des vaccins contre des maladies? Et vous vous souvenez, l'année dernière, on a tous été victimes d'une vaccination massive au Québec contre la méningite. On s'est demandé un peu pourquoi, de 2 à 25 ans, tous les Québécois ont été obligés de se faire vacciner, alors que de l'autre côté des frontières, on n'entendait pas parler de vaccination massive. Est-ce que le virus avait une connaissance des frontières? Aujourd'hui, nous allons consacrer une grande partie de cette émission numéro 48 à l'étude du dossier de la vaccination, celle de la méningite et celle qu'on nous prépare pour 1994 contre l'hépatite B. Oui, j'aime mieux aller en avant des coups plutôt que d'avoir l'effet surprise qu'on a connu l'année dernière où on s'est fait dire d'une manière très surprenante qu'il y avait une épidémie de méningite et qu'il fallait absolument vacciner tout le monde. Vous allez voir jusqu'à quel point Serge Mona, journaliste d'enquête, a découvert le poteau rose. Soyez bien prévenus, un homme averti en vaut deux. Vous vous souvenez que le docteur Guylaine Langto, je dis bien docteur car elle est docteur médecin, était venu nous présenter l'autre côté de la médaille. Parlant de l'autre côté de la médaille, il y a Gilles Surprenant dans la chronique vidéo qui va nous présenter dans un film bien connu, Flatliner, traduction française, Ligne interdite, des jeunes médecins qui vont faire l'expérience grâce à une haute technologie dont ils ont à leur disposition. On parlait du temple, c'est le corps humain. Les deux colonnes du temple, ce sont nos deux jambes, le cœur, les transepts, la nef. Eh bien, dans le sein des saints, il y a le trésor le plus précieux. Et le Christ avait même averti les gens qu'à la fin des temps, un voleur tenterait d'entrer dans le temple ou dans votre demeure privée, pas par la porte ni par les fenêtres, mais à travers le mur. Je pense que je comprends maintenant. Une piqûre, une vaccination, c'est carrément passer à travers le mur et d'introduire l'ennemi qui veut s'approprier votre bien le plus précieux, c'est-à-dire votre santé ou votre vie. C'est peut-être très alarmiste, mais écoutez maintenant l'enquête qu'a faite Serge Mona, journaliste international, sur les raisons par qui et pourquoi la vaccination massive nous a été imposée l'année dernière et tenez-vous bien pour averti que l'an prochain, on nous prépare une autre vaccination massive, mais pas seulement pour les enfants de 2 à 25 ans, comme si on avait voulu abattre le grand monarque qui vit ici au Québec encore enfant, comme on a fait à l'époque de Jésus pour tuer les saints innocents. Alors, Serge Mona, maintenant, nous présente ce dossier où des apothicaires du temps moderne essaient de trouver la potion magique. Bonne émission. Bienvenue encore sur l'ésotérisme expérimental. Ça fait à peine même pas un an qu'on se connaît. Et déjà, toutes ces réalisations-là, c'est quand même vraiment là, un homme d'action. Vous avez d'autres dossiers que vous avez épluchés? Oui, il y a le dossier qui s'en vient. Je commence la rédaction la semaine prochaine. Et c'est un dossier qui touche les vaccins, la médecine militaire expérimentale et les cristaux liquides. Il y a un lien entre les trois. Le lien, justement, entre les trois et les enquêtes que j'ai faites à ce niveau-là, niveau bien terre-à-terre, niveau physique, pour savoir qu'est-ce qui pouvait exister à propos de ces trois domaines-là et comment ils étaient interreliés entre eux. En passant, Serge, on voit votre numéro de téléphone en bas de votre nom. Ça va permettre aux gens de commander des livres? Ça va lui permettre plusieurs choses. Ça va lui permettre, premièrement, de commander des volumes pour ceux qui n'ont pas ces volumes-là, en fin de compte. Ça va lui permettre pour d'autres d'avoir des informations parce qu'il y a des gens qui se demandaient à propos du volume, par exemple, la conspiration de l'âge du Verseau, comment ça se fait qu'ils ne l'avaient pas reçu. C'est pas tellement compliqué. Lorsque les gens, après plusieurs mois, n'ont pas encore reçu un volume, c'est parce que le volume n'a pas encore été publié. J'ai tellement d'enquêtes, de dossiers que je mène de front à l'heure actuelle. Il y a des urgences parce que j'ai considéré que l'urgence du domaine de la santé passait avant celui de la conspiration du Verseau parce que ça nous touche de près puis qu'on était en train de parler à l'heure actuelle d'un milieu journalistique d'un autre vaccin qui s'en venait au Québec.
que j'ai décidé de faire le dossier qui est consacré, je pourrais dire, enfin, au tripotage pharmaceutique et médical sur le dos de la population. Mais ça ne veut pas dire que le volume au niveau de la conspiration de l'âge verso, les gens ne l'auront pas entre les mains pour la simple raison, comme je disais tout à l'heure, que le manuscrit est déjà fait, il y a 250 pages, il est fait. Tout ce qui reste à faire, c'est de le taper en caractère de composition et puis de l'apporter à l'imprimerie. Ça, je ne peux pas faire ça tout de suite, parce que pour l'instant, je vais sortir d'ici 2-3 semaines le dossier qui va avoir au-dessus de 100 pages, qui va sortir sous forme de volume et qui touche de plein fouet le problème de la vaccination, de l'expérimentation militaire au niveau médical et l'intrusion de ce qu'on appelle la high-tech, au niveau de technologie de pointe, dans le domaine médical et autres, qui s'appelle le cristal liquide. Parfait. Alors, on a vécu au Québec, il y a à peine 1 an et demi, la vaccination massive de la méningite. Des enfants de 2 ans à 25 ans, là, il fallait se faire vacciner, puis c'était une obligation, même si on avait des enfants à l'école, on disait, on ne veut pas que mon enfant soit vacciné, on retournait l'enfant à la maison avec un document, il fallait que les parents remplissent les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas que leur enfant soit vacciné. Il y avait vraiment une pression, là, c'était psychologique, mais on ne pouvait pas en sortir. J'en connais très peu qui ont passé à travers sans faire vacciner leurs enfants. On prépare une nouvelle masse, une vaccination massive encore? On prépare d'autres choses, mais pour revenir à la vaccination qui a eu lieu en 92, Pour la méningite. moi j'ai communiqué avec la salle des nouvelles de Radio-Canada. Je suis en contact quand même avec des journalistes ici, au Québec. Je suis en contact avec des journalistes aux États-Unis, en Australie et en Europe. On est constamment en contact pour des échanges d'informations. En ce qui a trait au Québec, lorsque j'ai communiqué avec la salle des nouvelles, je voulais savoir, moi, quels étaient les journalistes qui, en 92, s'étaient penchés sur la vaccination qui était en préparation. Et par le fait que j'avais posé la question, la journaliste avec laquelle j'ai parlé, on est encore en contact quand même, s'est informée auprès d'autres journalistes et elle a eu le choc de découvrir, en posant des questions, qu'il n'y a aucun journaliste qui avait fait une recherche en profondeur pour connaître qu'est-ce qui motivait une nécessité de vaccination à ce moment-là. Donc, il a été obligé de se rendre à l'évidence qu'aucun journaliste n'avait fait un travail d'approfondissement puis que le gouvernement avait passé une campagne de vaccination sans que qui que ce soit sache exactement pourquoi. C'est très grave. On n'a pas ici au Québec beaucoup de journalistes d'enquête. Hein. Le journalisme d'enquête n'est pas une tradition et c'est excessivement malheureux parce que ça permet aux instances politiques, aux consortiums financiers de faire à peu près n'importe quoi sans être badrés par personne. Ils ont un terrain d'expérimentation parfait avec la population parce qu'il n'y a personne pour défendre et informer la population. C'est ça. Ils se contentent de recevoir les communiqués de presse, de lire le communiqué de presse, d'assister à des conférences de presse toutes bien montées, puis ils prennent l'information, puis ils la digèrent, puis ils la redonnent à la population. Justement, ils fouillent pas. À cet effet-là, ici, j'ai la carte que je peux montrer, en fin de compte, à la télévision, cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec. Bon. On fait ça, là. Donc, j'ai communiqué avec cette personne qui est l'attaché de presse du cabinet du ministre parce que je voulais avoir une copie du communiqué. Le communiqué identique qui avait été remis en 92 aux journalistes pour les informer qu'il y avait un problème au niveau d'une épidémie et que ça nécessitait une vaccination à large dans la population. Alors, dans ce communiqué-là, vous avez soulevé un point ici dans ces phrases-là. Ça dit quoi? C'est ça. C'est-à-dire que c'est à la suite de recommandations formulées par le groupe technique sur les infections à méningocoque, donc sur la méningite, formé de spécialistes en santé publique, que le ministre a recommandé au Conseil des ministres de prendre cette décision aujourd'hui au niveau d'une campagne de vaccination. Donc moi, lorsque j'ai communiqué avec la personne au cabinet du ministre, on ne parle pas de fonctionnaire, on ne parle pas de sous-ministre, quoi que ce soit, on parle du cabinet du ministre, parce que la décision a été prise en 92. Ministre de la Santé? Ministre de la Santé du Québec, qui est encore en passe à l'heure actuelle. Marc Côté. Oui. À ce moment-là, j'ai dit, écoutez, vous parlez groupe technique sur les infections. De qui était composé ce groupe technique? J'ai jamais eu de réponse. Ça commençait très bien. Deux, C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils ont dit, on ne le sait pas.
Ben, ils ont dit, écoutez, c'est tel groupe, on tournait autour, tu sais, sans donner de réponse. On n'a pas sous les yeux ces informations-là. Ben, est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais les obtenir? Ça serait très difficile. C'est terminé depuis longtemps. Mais depuis longtemps, ça fait tout de même juste un an. C'est pas un document historique. Il ne faut pas remonter au Moyen Âge pour l'avoir quand même. Tu sais. À l'intérieur de ça, ben, tu vois, tu demandais, Québec, 2 décembre 82, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, M. Marc-Yvan Côté, annonce que le gouvernement du Québec a décidé de procéder à une vaccination élargie, et ainsi de suite. Donc, c'est lui qui est en poste, c'est lui qui est en poste. Je continue à ce niveau-là. Donc, j'ai dit, qui était à la tête de ce groupe de spécialistes-là? Ah, elle m'a dit, c'est un médecin, un tel, mais il a démissionné, à date, on ne sait pas où il est rendu. Bizarre. Le ministère engage un spécialiste. Le spécialiste fait des recommandations à partir d'enquêtes, à partir d'analyses. Et tout d'un coup, le gars qui est en charge de ça, il disparaît, personne ne sait où est-ce qu'il est. Donc, j'ai dit, il est-tu possible d'avoir une copie? OK? Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le document que j'ai entre les mains ici, c'est le document que les journalistes ont reçu. Okay? Ils n'ont rien su d'autre que ça. Il y a 3 pages ici. Okay? Puis là, on s'est contenté de ça, puis on a dit, bon, ben, écoutez, il y a un groupe technique, on a annoncé ça aux nouvelles le soir. Bon, ben, tout le monde s'est dit, écoutez, le gouvernement prend soin de nous autres, mais personne n'a fait d'enquête pour poser les questions que moi, je pose aujourd'hui. Puis qui a surpris les gens à la salle des nouvelles pour se rendre compte qu'eux autres mêmes, personne n'avait fait leur travail dans ce sens-là. Donc, moi, je demande, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, est-il possible d'avoir les conclusions de ce rapport-là? Savoir sur quoi ça a été basé de prendre une décision. On ne vaccine pas une population complète pour le fun. Impossible d'avoir le rapport en question. Donc là, je lis à la page 3 du document ici, à la fin de la page. Okay? Depuis le début de l'année 92, la situation épidémiologique établit à 145 cas le nombre d'infections à méningocoque déclarées au Québec, dont 14 ont entraîné le décès. Mais, la deuxième phrase est importante, à la même période, en 91 et 90, on comptait 130 et 109 cas et 16 et 8 décès. Donc, on a un choc quand on le sait, on se dit, écoute donc, en 91, il y avait 14 décès, ils n'ont jamais pensé à une campagne de vaccination. OK? Il y en avait 16 ici, c'est ça. En 91, il y avait 16 décès. On ne décide pas d'une campagne de vaccination, mais en 92, il y en a seulement 14. Là, on décide qu'il y en a une, c'est illogique. Pas moyen de savoir pourquoi. Donc, je continue mes recherches à ce niveau-là pour pousser un peu plus loin, en fin de compte. Et à ce moment-là, j'essaie de savoir, d'un palier à l'autre, et je ne compte pas le nombre de coups de téléphone, de fax, d'interurbains, de tout ce qu'on peut imaginer pour essayer de gratter, des brides d'informations. Donc, j'essaie de découvrir quelle était la compagnie responsable de la fabrication du vaccin au Canada. Ça m'a quasiment pris une semaine pour avoir juste le nom de la compagnie, pour finir par découvrir au bout de la ligne que c'était la Connaught Laboratories située à Willowdale, en Ontario. Première chose que j'ai fait, d'une façon peut-être naïve ou je ne sais pas, j'ai communiqué avec la Connaught Laboratories en Ontario. Je lui ai envoyé un fax, je les ai appelés, j'ai dit, écoutez, je serais intéressé de savoir quels sont les autres produits pharmaceutiques que vous fabriquez. J'ai eu affaire à une gang de paranoïaques. Ils se sentaient menacés, on ne voulait pas répondre aux questions, ça ne me regardait pas, même si je leur disais, écoutez, c'est de l'information publique. Je peux l'obtenir ailleurs, bien c'est ça, obtenez-la ailleurs, monsieur. Ça a été la réponse de la compagnie qui avait fabriqué le vaccin. Quand j'avais parlé avec l'attaché de presse du cabinet du ministre, j'ai dit, écoutez, a commencé où cette épidémie-là? Bien, tout le monde sait que ça a commencé dans la région de Hull. J'ai dit, ça a commencé dans la région de Hull. Êtes-vous au courant, puisqu'il y a juste un pont qui traverse, qui relie, en fin de compte, Hull à Ottawa du côté ontarien? Êtes-vous au courant si l'épidémie a traversé le pont? J'ai jamais eu de réponse. Okay? Le virus s'arrêtait à la frontière. Justement, êtes-vous au courant si le ministère de la Santé en Ontario a fait une vaccination locale ou quoi que ce soit? Aucune réponse, adressez-vous à vous autres. J'en ai perdu mon latin d'essayer de m'adresser à des ministères qu'on est toujours renvoyé d'un fonctionnaire à l'autre. D'ailleurs, je vais vous montrer des preuves là-dessus. Et au bout de la ligne, on n'a jamais obtenu de réponse, mais on nous répète toujours la même chose de se référer d'un à l'autre. Obligé de se rendre compte au bout de la ligne qu'on n'est pas intéressé à ce que certaines choses sortent. Je communique avec Communication Québec, eux autres me disent, écoutez,
vous allez avoir les informations du Bureau du surintendant des institutions financières du Canada. Bon, et moi, je communique avec le bureau, on me dit « Merci de votre télécopie du 15 novembre 93, je peux vous confirmer que notre bureau n'a aucun renseignement au sujet des compagnies énumérées dans votre télécopie. Ces compagnies ne sont pas régies par notre bureau. » Ça, c'est le surintendant des institutions financières au Canada qui n'est pas au courant dans les ordinateurs si ces compagnies-là existent. C'est des compagnies pharmaceutiques. Ça aussi, ça n'a pas de sens, OK? Quelle était la liste? Ça, je vais la montrer tout à l'heure. Donc, on me réfère en recommuniquant avec Communication Québec, on me réfère encore une fois à un autre bureau du gouvernement fédéral qui est le bureau de l'Industrie Sciences Technologies Canada. Moi, j'appelle un bonhomme qui s'appelle Steve Charles, S-C-H-A-R-S. Je lui demande, j'ai dit, écoutez, j'ai une liste de compagnies pharmaceutiques et autres. Êtes-vous capable de me sortir des informations? Quelles sont ces compagnies-là? Quelle place qu'elles sont situées au Canada? Quels sont les produits qu'elles fabriquent? Aucun problème, monsieur, envoyez-nous ça, on a toutes les informations. Okay? Donc, j'envoie à ce monsieur Char, en fin de compte, un fax pour lui demander, écoutez, Industrie, Sciences, Technologies Canada, informations concernant les compagnies affiliées à la CDC Life Sciences Incorporated. Parce que j'avais fait des recherches dans le volume publié par Statistique Canada au niveau des liens de compagnie des liens de parenté entre compagnies. J'avais découvert que la Connaught Laboratories, qui a fabriqué le vaccin contre la méningite, appartenait à un consortium qui était la CDC Life Sciences Incorporated, sur laquelle j'ai jamais eu aucune information. Mais ce qui était quand même important de remarquer, c'est que cette CDC Life Sciences Incorporated est une compagnie qui contrôle. Et là, la liste est quand même assez impressionnante au niveau de mes notes personnelles ici. Elle a un 12,6% de contrôle au niveau des investissements dans l'Institut Mérieux, qui est un institut de produits pharmaceutiques français, 100% de contrôle dans 2 compagnies à numéro, 100% de contrôle dans le Bio Research Laboratories, Bio, B-I-O, 100% de contrôle pour la Steel Chemical Company, 100% pour la Connaught Laboratory, donc elle la contrôle complètement, mais impossible d'avoir des informations sur CDC Life Science, 100% d'informations sur la Connaught Biologic et 35,4% sur les laboratoires nordiques. Ce qui était vraiment impressionnant, c'est que les laboratoires nordiques, même s'il y a un nom français, est une compagnie dont le siège social est aux États-Unis avec une filiale au Québec. Donc là, on se pose des questions. En plus, ce que j'ai découvert, si on prend le lien de code ici de cette CDC Life Sciences Incorporated, on découvre qu'elle a 19,3% d'investissement dans les actions de la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Donc là, on se retrouve avec une compagnie privée qui a des investissements dans une autre compagnie qui, elle, ne doit pas l'être, en fin de compte. Comment ça se fait qu'il y a des intérêts privés au niveau d'un consortium pharmaceutique qui contrôle une compagnie qui a fabriqué le vaccin contre la méningite, a 19,3% d'investissement des actions dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et si on regarde le code qui est défini, en fin de compte, par Statistique Canada, le code nous réfère fonds d'investissement gouvernementaux. Donc, on se retrouve dans une situation à se demander, écoutez donc, c'est une compagnie canadienne, un consortium canadien. Comment est-ce que ce consortium canadien peut avoir des fonds d'investissement gouvernementaux dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec? Je n'ai jamais eu de réponse là-dessus. Beaucoup moins. Poussez encore un peu, puis vous aurez peut-être des démissions demain matin au gouvernement. Soit des démissions ou des moyens de pression qui vont m'être faits, ou une tentative d'assassinat, ou peut-être même, je ne sais pas, moi, une arrestation ou quoi que ce soit. Démolir la réputation de quelqu'un pour être sûr, en fin de compte, que la personne ne peut pas continuer son travail. C'est une de leurs spécialités la plupart du temps. Pour en revenir à ce monsieur Steve Sharp, Radar. Radar est leur système informatique au niveau du ministère de l'Industrie, Sciences et Technologies Canada pour tout ce qui touche les compagnies enregistrées au Canada. M. Charles n'a jamais voulu m'envoyer un fax pour me dire par écrit qu'il n'y avait pas d'informations là-dessus. Il a fallu que je l'appelle sur Internet pour qu'il me dise par téléphone, écoutez, on n'a aucune information là-dessus. Est-ce que vous savez où je peux en obtenir? C'est quand même important. Ouais.
Donc là, on me dit, écoutez, Alors que lui disait qu'il peut avoir n'importe quelle information. n'importe quelle information au départ. On me dit, écrivez à l'Inspection générale des institutions financières au Québec. Je renvoie la même liste. Ça fait deux fax que j'envoie à l'Inspection générale des institutions financières du Québec. Je n'ai jamais eu de réponse encore. Toujours sur les mêmes compagnies. Combien de temps, ça? Ça fait combien de temps? Ah, écoutez, ça date du 15 novembre. 15 novembre, ça va très vite avec le fax. On sauve des mois de travaux, en fin de compte. La lettre site est datée du 28 octobre, donc ça fait 2-3 semaines quand même que je travaille pour avoir des informations à propos de ce dossier-là. Ici, Gouvernement du Québec, Ministère de l'Industrie du Québec et de la Technologie, qui est un autre ministère encore. OK? L'expéditeur est un dénommé Jean Lefebvre avec ses numéros de téléphone, numéro Lefebvre, Direction régionale de Montréal. Suit, tel que demandé, l'information sur 2 entreprises sur lesquelles j'ai pu trouver des données. Pour les autres, je peux plutôt vous suggérer, si ce n'est pas déjà fait, de contacter l'inspecteur général des institutions financières à Ottawa, justement celui qui me disait qu'il n'était pas capable de me fournir quelque information que ce soit. Donc, on réfère d'un ministère à l'autre, et sur un dossier excessivement important, les 2 compagnies sur lesquelles j'ai reçu des quelques très faibles informations, parce que ça ne me donne pas, en fin de compte, la majeure partie des produits fabriqués par eux sont les laboratoires nordiques et laboratoires biorecherche. La Bio Research Laboratory. Mais la Connaught Laboratory, celle qui a fabriqué le vaccin, aucune information n'est disponible nulle part. Donc, je t'ai montré tout à l'heure que par rapport à l'inspecteur général des institutions financières au Québec, il y a un fax ici daté du 15 novembre, OK? Et il y en a un autre ici, un autre que j'ai redaté aussi du 15 novembre avec d'autres informations. Puis il y en avait un autre plus loin qui est daté, celui-là est daté du 15 novembre, celui-là est daté du 19 novembre 93. Toujours pas eu de réponse à date là-dessus. Donc, on ne veut pas vous dire. On veut pas, on m'accuse à l'heure actuelle au niveau journalistique, ces compagnies-là m'accusent, et même certains fonctionnaires m'accusent de créer un mystère autour de cette situation-là, alors qu'en réalité, c'est pas moi qui crée le mystère. On crée au niveau gouvernemental, on crée délibérément un mystère en refusant de fournir des informations et des réponses sur un dossier, en fin de compte, sur des informations qui sont publiques dans une société démocratique, OK? Parce que ces compagnies-là sont enregistrées quelque part. Ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Et qui a touché tout le monde. Qui a touché tout le monde dans la population, puis il est impossible. Et que tout le monde pourrait réclamer comme information. Pourrait faire réclamer comme information en juste titre. Et là, le pire, c'est qu'on prépare une autre vaccination massive au Québec. Moi, quand j'ai parlé avec le journaliste de la salle des nouvelles de Radio-Canada, d'ailleurs, on doit se rencontrer à un moment donné, elle a dit, écoutez, parce que je parlais des différents développements au niveau de la recherche militaire produite par la CIA aux États-Unis au niveau des vaccins, des choses comme ça. Et j'ai dit, écoutez, il ressort des enquêtes et des résultats obtenus à date qu'il est possible d'administrer un vaccin à l'intérieur duquel il semble rien y avoir en apparence et qui ne soit pas offensif pour la santé d'aucune manière. Mais par contre, le même vaccin, à cause de son contenu mal défini, mis en relation 1 an ou 2 ans plus tard avec un autre vaccin qui lui aussi semble inoffensif à première vue, les 2 combinés ensemble vont produire des problèmes invraisemblables. Et j'ai su dernièrement qu'il était possible, sans que ça puisse être décelé nécessairement au niveau d'analyse scientifique, il était possible de couper en 2 un cristal liquide, d'en mettre une partie dans un vaccin, 1 an ou 2 ans plus tard, la deuxième partie se retrouve dans un autre vaccin. La combinaison des 2 avec les informations que je possède au niveau des cristaux liquides permet le contrôle direct des individus via satellite en vue d'en arriver à un moment donné à un contrôle politique absolu sur les populations. Donc, le dossier, le volume que je sors, puis tous les gens qui voudront avoir des informations là-dessus, ce que je conseille aux gens dans la population, c'est de sortir de leur léthargie personnelle à l'heure actuelle, parce que ça touche directement leur santé, de ne pas se gêner pour appeler, demander des informations, je vais leur envoyer de la documentation, d'en parler partout dans leur milieu et de s'arranger pour commander, en fin de compte, ce volume-là qui va toucher les vaccins. Donc, il va y avoir un historique complet de la vaccination dans mon volume.
Deuxièmement, médecine militaire expérimentale. J'ai un historique complet de la CIA et des différentes formes d'expérimentation qu'ils ont fait. Cristaux liquides, je vais avoir un chapitre sur les cristaux liquides et mes démêlés de septembre, octobre 1993 avec le département de chimie, biologie, physique et de médecine de l'Université de Montréal avec les noms des professeurs avec lesquels j'ai communiqué et les informations qu'eux-mêmes étaient incapables de me donner parce que le secteur de recherche n'était pas rendu aussi poussé par rapport aux questions que je leur posais, alors que je leur révélais que ces secteurs de recherche-là étaient déjà en application au niveau de la CIA aux États-Unis. Ils ont dit, écoutez, on aimerait avoir des informations là-dessus, parce que nous autres, on n'est pas rendus aussi loin que ça. Ben là, Serge Monod, vous dévoilez tout ça là, sur l'émission d'ésotérisme J'en suis expérimental. très conscient, puis je veux que les si gens se réveillent parce que c'est leur santé qui est en jeu. Oui, mais si vous disparaissez d'ici une semaine ou deux, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre la relève? Est-ce qu'il y a des journalistes que vous connaissez? Il n'y a aucun journaliste, d'après moi, qui va oser, dans le contexte actuel, prendre la relève par rapport à de l'information semblable. Parce que si on prend l'exemple, par exemple, de il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, ça fait plus qu'une fois. Et dans la conférence que je donnais samedi dernier, il y a une personne digne de foi qui s'est levée dans la salle, digne de foi parce que ça m'avait été rapporté par d'autres personnes. Il y a des auditeurs qui ont appelé Gilles Proulx à CGMS à Montréal et qui ont parlé du la minuit moins 15 secondes à Ottawa. Ils ont dit, écoutez, M. Proulx, ce volume-là, et ainsi de suite. À mots couverts, Gilles a été obligé de dire sur les ondes de CGMS qu'il avait carrément les mains liées par la direction de l'information de CGMS et qu'il ne pouvait pas parler de ce volume-là. Donc, les gens dans la population, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ils devraient commencer, d'après moi, à réfléchir et à se poser des questions. Pourquoi, dans une société démocratique comme la nôtre, où absolument tout est permis, toutes les modes, toutes les formes de pensée sont permis, comment ça se fait que le seul volume qui est interdit de publicité par la direction des informations, radio, télévision, journaux au Québec et au Canada, c'est justement ce volume-là. C'est parce qu'il renferme des choses que les autorités politiques en place ne veulent pas que ces informations-là soient accessibles à la population. Ça, c'est clair et net. Il y a une manipulation. Il y a une manipulation et c'est à la population elle-même de réagir par rapport à quelque chose de semblable et de dire, écoutez, nous autres, on veut savoir ce qu'il y a dans ce volume-là, on veut l'avoir, puis on va poser des questions publiquement. Je crois que le temps est venu, avec 94 qui s'en vient, et que je considère 94 comme étant l'année des mises au point, des règlements de compte, puis du fait de démasquer des situations que ça fait trop longtemps que ça traîne, puis ça fait trop longtemps qu'ils sont cachés aux populations. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce qu'il n'y a pas de système déjà tout mis en place pour empêcher... Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. S'il était trop tard pour quelque situation que ce soit à l'heure actuelle, ça voudrait dire par conséquent que ces gens-là seraient déjà en possibilité de pouvoir implanter le système et qu'ils l'auraient déjà implanté. Posons-nous la question pourquoi ils ne l'ont pas déjà fait. C'est parce qu'il manque encore certains éléments et cette date à laquelle eux auraient décidé, en fin de compte, d'imposer un système semblable, ben, peut être reculée tout dépendant de la réaction de la population. Mais là, ce qui est grave, c'est que la population est menacée dans ses familles et dans ses enfants à l'heure actuelle directement au niveau de sa santé. J'espère qu'ils vont réagir. Prochaine vaccination massive, c'est une On vaccination... prévoit, parce que la journaliste de Radio-Canada m'a dit qu'il y avait quelque chose qui s'en venait au Québec au niveau possiblement de l'hépatite B. Je ne vois pas d'épidémie nulle part, tu sais. Puis je pense pas qu'il y en ait en vue, à moins d'en provoquer une d'une manière volontaire. Mais elle me disait, elle dit, écoutez, elle dit, il y a des rumeurs qui circulent ici à Radio-Canada sur une vaccination qui s'en vient, puis il y a des rumeurs qui circulent au niveau des effets de la combinaison de deux vaccins indépendants à cause de ce que j'étais en train de lui révéler. D'ailleurs, les journalistes de Radio-Canada et d'autres journalistes un peu partout à l'heure actuelle, tant en Australie qu'aux États-Unis, en Europe ou au Québec, en fin de compte, attendent la sortie de ce dossier-là. Écoutez, ici sur l'ésotérisme expérimental en 1983, on vous avait parlé des trafics d'organes, c'est-à-dire des enfants dans des pays sous-développés qu'on nourrit, puis grâce à l'argent qu'on envoie dans des œuvres de charité que vous connaissez, qu'on voit régulièrement à la télévision, qui disent parrainer des enfants dans les pays sous-développés, et puis à un moment donné, on rapatrie ces enfants-là dans des familles d'accueil et on les fait passer la frontière en pièces détachées. On vend le cœur, on vend les reins, on vend des organes, et c'est très lucratif. Ils reçoivent l'argent de la population qui a un bon cœur pour nourrir les enfants, pour les garder en bonne santé, puis en plus, ils font de l'argent au moment où ils retournent les organes
dans certains réseaux qui sont prêts à payer le gros prix pour avoir un rein qui est élevé, qui a été nourri par un être qui était en bonne santé dans des pays où les gens n'ont pas les systèmes de surveillance que nous avons, mais c'est encore maintenant un grand point d'interrogation à se poser quand Serge Mona nous dévoile des dossiers sur les vaccinations massives, sur ce qui se passe ici dans notre société. Avons-nous vraiment des journalistes compétents? Je vais juste faire une parenthèse, c'est rare que je t'interromps pendant une émission. C'est que je me souviens qu'à l'été 92, Jacques Languérin, qui a des émissions à Radio-Canada, Jacques m'avait envoyé justement un dossier à propos du trafic d'organes sur la planète, dossier que je n'ai jamais eu le temps de publier, parce qu'il était aussi interrelié avec le trafic de la prostitution d'enfants dans certains pays asiatiques où les enfants à 10-11 ans sont très beaux, puis qui servent de pâture, en fin de compte, aux différents touristes de différents pays, puis personne n'a voulu toucher à ça en profondeur à l'heure actuelle. Non, parce qu'il y a même un organisme international qui s'appelle qui est impliqué dans ces réseaux de trafic d'enfants. Ben voilà, c'est ça. Les dossiers ne sont pas terminés parce que la semaine prochaine, j'ai demandé à notre ami Serge Mona de revenir nous parler de son autre livre qui s'en vient après, celui qui est attendu par beaucoup de la population. C'est le livre sur la conspiration de l'âge Verseau, le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Et pour la première fois, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, écoutez, on entend ça, il y a des volumes qui existent là-dessus. Je peux vous dire une chose. D'après mon expérience personnelle de tous les groupes religieux, de toutes les différentes tendances que j'ai pu rencontrer depuis des années, les informations contenues dans le volume ne sont pas connues nulle part et je ne les ai entendues nulle part à l'actuel. C'est la première fois que ces informations-là vont sortir. C'est un démasquage complet de tout ce qui est le nouvel âge, de toutes les formes de mode, de mécanismes de pensée que les gens véhiculent quotidiennement sans s'en rendre compte, et je démontre à l'intérieur de ça par qui ces modes, les modes des magasins du Nouvel Âge ou de quoi que ce soit, de tout ce qui peut circuler, comment est-ce que ça a été fabriqué, à quel endroit et dans quel but. Et dans quel but? Justement, dans quel but. Ça me rappelle l'histoire de John F. Kennedy. On a longtemps couru à savoir qui avait tiré John F. Kennedy, comment on l'aurait tiré, mais on ne se posait pas la question essentielle de pourquoi. Hein? Alors là, maintenant, on touche l'essentiel. C'est pourquoi toutes ces choses-là arrivent. Et quand on répond à pourquoi, là, on frémit. Merci, Serge Mona. À la semaine prochaine. D'accord. Merci. Ici d'un document publié par M. Serge Mona, journaliste international, le numéro 2 de cette agence internationale de presse libre nord-américaine. Et vous le voyez sur la page couverture, confidentiel, urgent, original, copy, le ministère de la Justice des États-Unis. Évidemment, c'est une traduction d'un document authentique. Et nous allons regarder quelques extraits à l'intérieur de ce document. Vous voyez la carte des États-Unis avec plusieurs endroits encerclés qui représentent les endroits où il y aurait, semble-t-il, des camps de concentration, plus de 140 camps de concentration dans le projet Rex 84, et on en passe, c'est des plus belles et des plus mûres. On a avec nous M. Serge Mona. Bonjour, Serge. Mais là, je pense que votre journal, là, il a tout à fait raison d'être rouge, hein, parce que là, on se brûle. Là. Parlez des camps de concentration. Est-ce qu'il y a des camps de concentration au Québec aussi, puis dans quel but? Bon, moi, en fin de compte, pour bien situer ceux qui nous regardent dans le contexte de ce rapport-là, des journalistes américains m'avaient envoyé un dossier. C'était le programme du ministère de la Justice des États-Unis et du ministère de la Défense concernant l'établissement des camps de concentration. Les journalistes qui m'ont envoyé ça m'ont fait savoir que le dossier n'avait jamais été publié au complet aux États-Unis. Il y avait le directeur du Oakland Tribune en 1976 qui avait fait un article sur un des paragraphes, en fin de compte, concernant ce dossier-là. Malheureusement, une semaine après, sans qu'on sache pourquoi, il était mort. Donc, le document original en anglais, qui est en caractère très serré, n'a jamais été publié intégralement aux États-Unis. Et lorsque les journalistes m'ont envoyé ça, ils m'ont demandé, ils ont dit, écoute, ça, j'en aimerais savoir ce que tu en penses, puis que tu puisses faire des vérifications sur un dossier qui est réel et qui est croissant en même temps. J'ai fait des recherches, j'ai appelé à plusieurs endroits à travers les États-Unis et en Australie. J'ai reçu d'autres documents, soit d'ordre économique ou dans d'autres domaines, au niveau militaire, policier et autres, et qui m'ont confirmé qu'effectivement, non seulement il y avait un programme d'établissement de camps de concentration, mais que celui-ci était beaucoup plus élaboré que le document original le laissait croire au départ.
Mais des camps de concentration, il me semble que ça passe pas inaperçu, là. Oui, la façon que ça a été organisé, ça passe inaperçu, dans le sens que la majeure partie de ces camps-là sont situés soit à proximité ou à l'intérieur de bases militaires américaines, mais ce qui est quand même bizarre, comme celle qui se trouve en Floride, c'est que dans une base militaire, dans une prison militaire, on retrouve des prisonniers de droit commun au niveau civil. Et après avoir fait des recherches dans différents camps, y compris en Alaska, on a fini par découvrir qu'on maintenait un nombre très limité de prisonniers civils pour tenir les camps d'activité, mais que certains de ces camps-là pouvaient contenir jusqu'à 100 000 prisonniers et plus à l'heure actuelle. On a des rapports que sur l'entraînement, ce qui va sûrement surprendre des gens, l'entraînement de troupes militaires soviétiques, coréennes, de Mongolie, d'anciennes régions du bloc de l'Est sur la frontière du Mexique, sous le couvercle des Nations Unies, et ces troupes traversent la frontière mexicaine et canadienne sans jamais être badrées par les gardes frontières. Ce sont des entraînements. Pour des raisons de sécurité d'État. Ah oui, ça, on a juste à poser, comme des journalistes américains me disaient, on a juste à poser, bon, écoutez, sécurité ou secret d'État, et à ce moment-là, plus personne n'ose parler de quoi que ce soit. D'accord? Bon, vous voulez vous dire que dans le système démocratique nord-américain, il existerait un autre système en parallèle qui est le système militaire ou paramilitaire. Le fameux complexe militaro-industriel et américain. Qui a continué de grandir et qui s'est drôlement accru en importance, surtout pendant la guerre du Vietnam, est un gouvernement à l'intérieur du gouvernement américain, mais un gouvernement aussi indépendant avec toutes ses structures, excessivement puissant. Il est à remarquer qu'on est en train, en même temps à l'heure actuelle aux États-Unis, de mettre sur pied ce qu'on appelle une force de police nationale tout à fait spéciale, dont, d'après les sources d'information que j'ai, les uniformes sont noirs, les chars d'assaut sont noirs, les hélicoptères sont noirs, tout l'équipement est noir d'un bout à l'autre avec des sigles rouges dont j'attends des copies. Ah bon, déjà dans nos documents, nous avions déjà montré le fameux sigle d'un triangle. C'est un triangle rouge effectivement, avec supposément 3 sets renversés qui correspondaient à des 6, tout différents, tout dépendant de l'endroit, l'angle sous lequel on le regarde. Mais ce qui est important, il y a un abonné, et la source d'information est sûre, il y a un abonné qui a communiqué avec moi puis qui avait présenté le document à un de ses amis qui est un ex-agent de la CIA qui vit dans les Laurentides. Et les deux réactions, puis je considère que c'est une confirmation pour le numéro que j'ai publié, c'est que l'ex-agent de la CIA a confirmé qu'effectivement toutes les sources d'information dans la revue étaient réelles, et il a aussi manifesté son énorme surprise à savoir comment ça se faisait qu'un journaliste canadien puisse posséder autant d'informations que ça, surtout sur des sujets qui n'ont jamais été publiés nulle part, qui ne sont pas connus des populations. Là, sous votre nom, on a vu apparaître un numéro de téléphone, on peut le dire aussi à l'écran, là. C'est dans le 514. C'est dans le 514, le 270-1235. Les gens peuvent appeler sans aucune restriction s'ils veulent avoir plus d'informations à propos de ce numéro de revue-là. Il y a un répondeur automatique. Il y a aussi un répondeur automatique. Il y a quelqu'un qui va leur répondre, qui va prendre leur nom, leur numéro de téléphone, qui va leur donner les indications comment se procurer ce numéro de la revue. Où est-ce qu'on pourrait se le procurer, à part par le téléphone? Est-ce qu'il y a des endroits où il est disponible? À l'heure actuelle, malheureusement, il n'y a pas d'endroit. Tu sais, si on se rappelle la première fois qu'on avait parlé du Lemenu moins 15 secondes, il y a même des libraires qui ne voulaient pas l'avoir parce qu'ils avaient peur que leur vitrine soit cassée. C'était juste Lemenu moins 15 secondes à Ottawa. Je n'ose même pas imaginer pour un dossier semblable qu'est-ce que ça pourrait représenter. En tout cas, lors de nos conférences, regardez à la fin de l'émission à quelle date on aura des conférences à Montréal et à Québec et même à Rimouski bientôt. Alors, vous aurez évidemment accès à la fameuse revue de M. Serge Mona. Maintenant, j'aimerais vous poser une question qui est très importante et qui nous concerne tous en tant que spectateurs. Ça s'adresse à qui, ces camps-là? Bon, la façon que Qui on va les mettre dans ces camps-là? La façon que les plans sont mis sur pied aux États-Unis, de sources sûres, avec preuve à l'appui, on sait que par le biais des Nations Unies, on veut instaurer un nouvel ordre mondial pour l'an 2000. Milieu 1999 en 2000, avec un énorme spectacle cosmique, ainsi de suite, toute la patente pour être sûr d'impressionner les gens. De toute la planète. De toute la planète en même temps. Comme on disait dans les textes sacrés, à la vitesse de l'éclair de l'Orient à l'Occident.
évidemment, Ah par oui, les satellites. ça explique beaucoup, en fin de compte, les voyages de la navette spatiale et tout ce qu'ils sont en train de faire dans l'espace. Mais pour revenir aux camps de concentration, les camps de concentration sont organisés de manière à servir à la première étape de camps de rééducation pour tous ceux qui ne seront pas d'accord avec l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Et il faut dire que toutes les techniques utilisées ou expérimentées entre la CIA et la médecine militaire aux États-Unis vont faire l'objet d'un prochain dossier que je vais publier là, après celui-là dans le courant de septembre et qui va démontrer en profondeur toutes les manières dont ils vont s'y prendre pour faire des lavages de cerveau, briser la personnalité, rééduquer les gens en fonction qu'ils soient capables d'accepter un nouvel ordre mondial, même s'ils ne veulent pas l'accepter. Ils sont rendus très loin au niveau de la recherche technologique dans ce domaine-là. Mais pouvez-vous bien me dire, Serge Mona, pourquoi être contre un nouvel ordre mondial? Une langue, une religion, une politique, une nature humaine à protéger sur la surface de la Terre. Pourquoi pas? Diviser pour régner. Si finalement on arrive à un gouvernement mondial, l'unité va faire la force. Oui, mais il y a un seul problème, c'est que le gouvernement mondial qui va s'instaurer s'instaure dans une orientation précise qui n'est pas à la faveur des populations, qui est ni plus ni moins qu'un régime communiste, mais à l'échelle mondiale. Une dictature. Une dictature beaucoup plus poussée que celle qui existait avec Hitler. Hitler est un enfant d'école à côté de ce qu'on veut instaurer à l'échelle planétaire. Donc, essayez Hitler était un terrain d'essai, en fait. Ouais, Donc, un terrain d'expérimentation, de la même manière, comme j'en ai déjà parlé, que l'URSS, ça a été un terrain d'expérimentation à bien des niveaux pour ces personnes-là au niveau international. Ben, dès qu'on utilise le mot camp de concentration, on pense tout de suite au camp de concentration allemand contre les Ben, Juifs. c'est la réaction de certaines personnes. Il y en a qui regardaient la revue et m'ont dit, écoutez, vous avez fait quelque chose sur les camps de concentration de la Deuxième Guerre. J'ai dit, j'aurais souhaité faire quelque chose de semblable, mais j'ai dit, ça concerne plutôt les années 90. Là, j'avais des bizarres de réactions devant moi. Ouais. À l'heure actuelle, j'ai même reçu un appel de la Louisiane, tant que le document circule aux États-Unis, de quelqu'un qui voulait avoir une copie de la revue. D'après ce que j'ai ici, c'est un état de choc général à beaucoup d'endroits. Oui. Bien, évidemment qu'à l'époque d'Adolf Hitler, si dans les années 20, au début des années 30, quelqu'un avait osé dire à la population, même allemande, puis à tous les autres peuples de la Terre, on est en train d'installer des camps de concentration, on va exterminer des Juifs et des détracteurs du système du Troisième Reich. À ce moment-là, c'est évident qu'on l'aurait mis au banc de la société. On aurait dit un peu comme on pourrait penser de vous. C'est un paranoïaque. Oui, mais d'un autre côté, c'est très difficile d'essayer de faire passer un journaliste pour un paranoïa quand que le journaliste en question arrive avec des preuves et des références qui sont vérifiables. Ça, c'est très difficile de pouvoir passer à côté. Deuxièmement, si un journaliste, à l'époque de 1930, avait poussé une enquête aussi loin que ce dossier-là, à cette époque-là, ça aurait changé beaucoup de choses. Les Allemands n'auraient peut-être pas pu fonctionner aussi facilement avec la complicité de beaucoup d'autres comme ils ont été capables de le faire. Parce que les populations ayant été au courant sur toute l'Europe d'une chose semblable, la résistance aurait été amplifiée de beaucoup par rapport à ça, y compris à l'intérieur du peuple allemand. Mais là, la résistance, si on pense que c'est vrai, là, tout ça, là, est difficile. Parce qu'on a désarmé les populations civiles en disant on n'a plus le continue droit à les de... désarmer. C'est ça. On a vu des fous qui ont tiré sur des filles à Polytechnique. À partir de là, on a fait des pétitions, il faut désarmer les gens, il faut désarmer. Alors, si on s'apercevait que c'est vrai tout ça, comment on pourrait empêcher ça? Et la chose de première importance est la diffusion de l'information à la base. Deux, par la conscientisation, par la diffusion de l'information, ça ne pourra pas faire autrement que de créer un scandale et de faire des pressions sur les hommes politiques en place. À forcer, malgré eux autres, les hommes politiques à parler de ces questions-là, il est sûr que ça va retarder des procédés qui sont en cours à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ils ont la voie libre à tous les niveaux parce que, au départ, les gens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Et les politiciens sont en capacité d'arrêter un plan mondial qui se fait fi des démocraties. Il se fait fi complètement. Il se Alors, fait fi comment on complètement pourrait des démocraties. changer ça? Leur plus grande peur est que les populations deviennent conscientes, parce que ça va être beaucoup plus difficile de l'instaurer, parce que les gens vont commencer à s'organiser par eux-mêmes à ce moment-là. On a dérégionalisé sur toute la planète, et on a juste à regarder les cartes, en fait, géographiques de 1930 au niveau agricole, et les cartes géographiques
au niveau agricole de 1990 pour se rendre compte de quelle manière on s'y est pris au niveau planétaire pour ramasser les gens au niveau des villes. Leur enlever tout moyen d'indépendance. D'autonomie, d'indépendance. Le premier but du gouvernement mondial, soit en désarmant les gens, soit en les ramassant à l'intérieur des villes, c'est de les rendre dépendants, absolument. Il n'y a rien de pire pour eux autres que des personnes qui sont autonomes et qui sont capables de se débrouiller par eux-mêmes. Les intoxicants de médicaments, de nourriture qui a été irradiée. Il y a des fraudes invraisemblables dans le milieu pharmaceutique à l'heure actuelle. J'ai reçu des documents là-dessus et je vais en parler dans d'autres émissions à un moment donné où les compagnies, les multinationales pharmaceutiques s'organisent de manière à ce que les médecins privilégient des médicaments et les prescrivent à des gens, même s'ils n'en ont pas de besoin, afin de faire fonctionner ces compagnies pharmaceutiques-là, et dans un autre temps, pour que ces gens-là soient dans une espèce de léthargie, sans être capables de trop réagir. Écoutez, ça va bien, on est calmé, on ne connaît pas la source, par exemple, de nos problèmes, mais au moins on est calmé pour être capable de les supporter. C'est le meilleur des mondes, quoi. Oui, mais il y a un principe aussi, c'est que les gens n'aiment pas se faire réveiller. Personne n'aime se faire réveiller brutalement. Non, mais personne non plus aime se faire conduire ou se faire diriger contre leur volonté. Et c'est ce qu'on est en train d'instaurer à l'heure actuelle. Dans le gouvernement mondial, il y a un principe, c'est que les gens veulent le bonheur et on va s'arranger pour leur demander par des sondages, Gallup et tout autre, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent les gens. Bon, et à partir de là, c'est ça, on l'a déjà fait depuis des années, on fait ça. Et à partir de maintenant, on va leur donner ce qu'ils veulent. On va s'arranger pour que ce qu'ils veulent, ce soit quelque chose qui fasse l'affaire du gouvernement mondial. Je vais te dire une chose après des documents que j'ai reçus dernièrement. Juste au niveau de la famille, l'orientation du gouvernement mondial va permettre aux femmes et aux familles de pouvoir garder les enfants qu'ils vont enfanter, en autant que les parents vont leur donner une éducation et une orientation avec les principes d'un nouvel ordre mondial. Toutes les familles ou les femmes qui ne seront pas d'accord de donner une éducation semblable selon les principes établis internationalement, à ce moment-là, les enfants vont être enlevés pour être éduqués dans des centres spéciaux. Mais là, j'aimerais bien voir, parce que là, vous foncez régulièrement à boulet rouge contre l'instauration du nouvel ordre mondial, et j'aimerais qu'on définisse qu'est-ce que c'est le nouvel ordre mondial, quelles sont les valeurs du nouvel ordre mondial contre les valeurs qui sont, d'après moi, peut-être primitives, qui sont des valeurs de clocher. Je suis justement en train de préparer un volume là-dessus, qui est le volume au niveau de la conspiration de l'âge du Verseau, là, que je vais sortir à la fin de l'automne, et à l'intérieur duquel on va voir exactement qu'est-ce que le nouvel ordre mondial privilégie, encourage comme orientation, et de quelle façon qui s'est organisé par la manipulation psychologique des populations à leur faire croire que les valeurs qu'ils possédaient auparavant sont maintenant des valeurs dépassées. C'est pour ça qu'on appelle ça nouvel ordre mondial, nouvelle forme de pensée, nouvelle orientation, nouvelle technologie. Tout est nouveau, donc, par rapport à quelque chose qui est considéré comme ancien. Et désuet. Désuet, justement. Et c'est là que c'est dangereux, parce que si on regarde une des choses qui a été faite au niveau de l'instauration de ces camps de concentration-là, c'est qu'on a même commencé à changer le système judiciaire aux États-Unis, et semble-t-il au Canada aussi, de manière... Les avocats sont actuellement sur les bancs d'école. Justement, de manière à ce que la personne qui croira dans sa nationalité, qui sera nationaliste, va être considérée au niveau des nouvelles définitions comme une personne étant atteinte de troubles mentaux. Et les lois sont organisées de telle manière que la personne qui aura soit des croyances religieuses, la personne qui croira dans sa nationalité ou dans ses traditions, on va la considérer comme une personne atteinte de troubles mentaux et potentiellement capable de violence à cause de ça, parce que venant, en fin de compte, d'une tradition passée par laquelle ces choses-là ont déclenché de la violence à travers l'histoire. Et à partir du moment que cette personne-là est considérée comme juste considéré, il n'y a rien de prouvé, là, on lui enlève tous ses droits pendant une période de 90 jours. Elle n'a plus droit à avoir un avocat pour se défendre. Tous ses biens sont saisis, les comptes de banque sont gelés, tout, et à ce moment-là, on peut faire ce qu'on veut avec la personne. Elle n'a même pas la possibilité de se défendre. Et ces lois-là sont à l'heure actuelle en vigueur aux États-Unis. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Tout est en place à tous les niveaux. On est en train de tout instaurer, de changer le système judiciaire, les lois, sans que les populations s'en rendent compte, parce que pendant ce temps-là, on leur donne du pain et des jeux.
Bon, là, On leur donne des loteries, on leur donne n'importe quoi pour qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir, de voir qu'est-ce qui se passe. c'est qui ça? C'est ceux qui veulent instaurer le nouvel ordre mondial. Qui? Par exemple, au niveau des Nations Unies, ceux qui font partie de la commission trilatérale, si on veut mettre des noms comme Rockefeller, Rothschild, les Illuminati, la franc-maçonnerie internationale, ce sont eux qui sont en train d'installer ce nouvel ordre-là. On entend parler de la franc-maçonnerie, mais c'est des bons gars. Les gens qui font partie de la franc-maçonnerie, ils sont là un petit peu comme des boy scouts pour adultes, les chevaliers de Il y a colonne. quand même deux sortes de francs-maçons. Il y a quand même ceux qui font partie de ce qu'on appelle le Grand Orient de France et qui sont ceux qui ont pensé la Révolution française, les Illuminati, qui l'ont mis sur pied, qui ont mis sur pied le système communiste, qui ont mis sur pied le nazisme en Allemagne, et ceux qui font partie d'un franc-maçonnerie comme étant un club tout simplement social comme il y en existe au Québec. Les gens se rendent compte, ils ont des pique-niques de fin de semaine, des choses, il n'y a rien de dangereux dans ces loges-là au Québec. On ne parle pas de la même chose, là. Non, parfait. Okay. C'est complètement différent. Oui, alors donc, pour ceux qui aiment avoir des cauchemars la nuit et qui veulent avoir des bonnes raisons d'en avoir, des mal de ventre, vous pouvez toujours contacter Serge Mona au numéro de téléphone que vous avez vu au cours de l'entretien. Et dans ce document de plusieurs dizaines de pages, là, je pense une le dossier en caractère serré a 50 pages. Si je le mettais dans un livre comme tel, avec un caractère de moyenne grosseur, il y aurait facilement 100 pages. C'est ça. Et on ne peut pas parler de prix ici, mais en contactant votre Les gens vont avoir toutes les informations, y compris les informations sur le numéro qui va suivre celui-là et sur lequel je vais donner une conférence demain là, à Saint-Sauveur, et qui porte sur les nouvelles technologies développées entre la CIA et les forces militaires américaines pour le contrôle direct des individus, indépendamment de leur volonté. Merci, Serge Mona. J'espère que vous serez toujours vivant. Qu'on continue à informer les gens. Et je vous laisse en regardant quelques articles de journaux qui pourraient vous laisser perplexe. Bonjour, bienvenue madame, mademoiselle, monsieur, cette émission d'ésotérisme expérimental, l'émission numéro 21 pour ceux qui la suivent à travers les cassettes VHS. Eh bien aujourd'hui, on a tout un programme avec un invité que nous avons rencontré il y a 2 semaines où on va parler d'un système, d'une société occulte qui dirige par en arrière des mouvements politiques extérieurs la politique mondiale. Monsieur Serge Mona, journaliste international, vient de publier un livre intitulé Le corps mystique de l'Antichrist. Et tout de suite après, nous rencontrons un invité, M. Louis Photéas, qui nous parle à travers les documents d'Urantia de l'organisation politique d'une autre planète. Peut-être que ceux-là, ils ne sont pas piégés là, dans l'univers de Satan, de ses œuvres, de ses pompes, mais qu'ils ont des êtres conscients pour diriger le peuple sur cette autre planète qui ressemble un peu à la Terre. Vous savez que Urantia prépare un gros congrès international qui aura lieu à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août à Saint-Hyacinthe, et c'est la raison pour laquelle, presque à chaque semaine, on revient sur le livre d'Urantia. Mais avec des
facettes différentes, puisqu'il s'agit d'un livre extrêmement consistant, il y a énormément de matière. Et aujourd'hui, donc, on parle de l'organisation politique ailleurs et ici. Et une autre organisation très importante, c'est l'organisation de sa vie. Et pour ça, j'ai demandé à M. Armand Lamoureux, qu'on a vu déjà il y a quelques semaines, de nous parler du plan de vie. Un plan pour s'organiser dans sa vie, avoir un plan, un peu comme quand on construit une maison, avoir des vêtements dans cette société occulte, dont je laisserai le plaisir à notre ami Serge Monat de nous révéler le nom de cette organisation qui dirige à peu près toutes les politiques du monde. Bonjour Serge. Bonjour toi. Alors, journaliste international, je vous présente parce qu'il y a peut-être des gens qui ne vous ont pas vu il y a 2 semaines. Toujours. On avait parlé l'autre fois de... Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa. Ouais. Et là, on disait même qu'il était peut-être déjà minuit et 15 secondes. C'est déjà dépassé. Moi, c'est ce que d'autres journalistes m'ont dit. C'est d'ailleurs ce que Gilles Proulx de CJMS, d'ailleurs, son recherchiste faisait ressortir. Il doit être rendu minuit moins 5 secondes. La façon qu'il y a une débandade à Ottawa, j'ai dit, écoutez, méfiez-vous des débandades apparentes qui cachent toujours d'autres choses en arrière, surtout au niveau d'une organisation occulte sur le plan international. Parce qu'un bonhomme, comme le premier ministre du Canada et d'autres, où tout le monde démissionne en bloc comme par hasard, ces gens-là ne détruisent pas systématiquement les fondements d'un pays comme ça, juste pour s'amuser. Il y a d'autres personnes qui tirent des ficelles, puis il y a des récompenses de rattacher à de tels gestes. Là, on voit la page couverture en photocopie, parce que votre livre est actuellement sous presse, là. Le corps mystique de l'Antéchrist. On voit là, la svastika, la croix gammée, puis là, je reconnais là, le contrat. C'est le symbole international de la franc-maçonnerie. Oui, c'est ça. Celui qui est ici, là, c'est ça. Là. Ah. Ce qui est bien important, en fin de compte, Richard, de faire ressortir au niveau de la franc-maçonnerie, parce qu'il y a beaucoup d'objections qui arrivent à ce niveau-là. Il y a des gens qui disent, écoutez, c'est pas une société dangereuse, ils ont même des œuvres de bienfaisance, c'est des groupes de rencontres, ils échangent des idées, des choses comme ça. Ça, c'est la façade. La façade sociale, la façade humaine présentée par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie réelle, qui part de 1776 avec le groupe des Illuminati en Bavière. Il faut dire, en partant, je fais une parenthèse, que le groupe des Illuminati en Bavière, c'est eux qui avaient comme élèves à cette époque-là et qui ont financé Diderot, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau et qui ont mis sur pied la Révolution de 1789. La Révolution française. La Révolution française. Qui avait pour devise liberté, égalité, fraternité. Oui, mais les mots liberté, égalité, fraternité ont été d'abord pensés dans les loges maçonniques. Exact. Ils ne sont pas sortis comme ça du jour au lendemain de quelques individus. Et la Charte des droits de l'homme qu'on retrouve à l'heure actuelle sur la planète et qu'on retrouve aussi au niveau des Nations unies est une charte qui a été pensée par les francs-maçons dans les loges maçonniques au 19e siècle. De la même façon que tout le système d'éducation que le Québec a connu depuis les années 60, le système de l'école neutre, avec tous les bouleversements qu'on a connus, a été pensé dans les loges maçonniques avant d'être réalisé dans les faits. Ça ne doit pas être un succès parce qu'ici au Québec, on tient encore à l'école d'allégeance religieuse. On parle des commissions scolaires qui sont toutes catholiques ou protestantes. On n'a pas encore le système neutre. Ça, c'est au niveau de l'apparence, mais si on le regarde en profondeur, la réussite est totale à l'heure actuelle, surtout lorsqu'on lit le volume, le corps mystique de l'Antéchrist, avec les plans qui avaient été pensés en 1860 et 1895 à ce niveau-là. D'ailleurs, tout le mouvement, j'ai absolument rien par rapport au mouvement de libération de la femme est égale de l'homme, ça, il n'y a pas de problème là-dessus, sur le plan humain, on le sait. Mais il faut dire que tout le mouvement de libération de la femme, le mouvement au niveau de l'éclatement de la famille, les droits de l'enfant, c'est des choses qui ont déjà été pensées dans les loges maçonniques avant d'arriver dans les sociétés. C'est pas des choses qui ont poussé comme un champignon en pleine nuit. Ouais. Mais revenons pour continuer aux Illuminati, à la franc-maçonnerie, dans sa réalité, qu'est-ce que c'est? La franc-maçonnerie est avant tout, et ça va peut-être surprendre des gens, c'est une organisation religieuse. C'est une église. Ils se considèrent comme tels, ils se considèrent comme la nouvelle Église, comme étant la seule ayant droit d'existence sur la planète. C'est une Église fondée sur les écrits qui ont fait, en fin de compte, sortir par Jean-Jacques Rousseau à cette époque-là, c'est-à-dire au niveau de l'homme naturel. L'homme naturel par rapport à la nature, à ce moment-là, on ne reconnaît pas la famille, il faut faire éclater la famille. On ne reconnaît pas
les liens au niveau des actes du mariage, au niveau des choses de naissance, ainsi de suite, comme ça se passe dans nos sociétés organisées, on s'arrange pour les faire éclater. Et le meilleur exemple que tu peux avoir au niveau de cet éclatement-là, c'est la Révolution d'octobre en 1917 en Union soviétique, qui a formé, en fin de compte, le communisme, qui a donné naissance au communisme. Lénine a été formé dans les loges maçonniques. Il y en a plusieurs qui vont sûrement être surpris, mais la plupart des écrits que Lénine a sortis, il les a pris à partir des loges maçonniques, et ils les ont appliqués sur un plan politique, sur un plan matériel en Union soviétique pour une épuration complète de la population. Quel est leur objectif au L'objectif... cette maçonnerie? Parce qu'il faudrait distinguer deux types de maçonnerie. Il y a la maçonnerie des Boy Scouts pour adultes, qui se sert de gens comme paravents pour faire des bonnes œuvres, faire des actions positives. Et on va trier à travers le lot dans cette société les individus qui ont les propriétés au niveau de leur âme pour accéder à des plans occultes de la franc-maçonnerie. Et ceux-là, on les pousse pour qu'ils montent. C'est ceux-là qui montent dans la hiérarchie. Il y a les 33 degrés de la maçonnerie, les 33 ans du Christ, on pourrait dire, ça revient au même. Tout à l'intérieur de la franc-maçonnerie procède d'une inversion des valeurs chrétiennes, au départ. C'est anti-chrétien. Anti-chrétien jusqu'au bout. Le 33e degré. Mon cher, mais là, vous risquez de vous faire démolir après l'émission, ça n'a pas de bon sens. Moi, Parce qu'on sait une chose, oui. je pense même le premier ministre du Canada, il est dans une des loges franc-maçonniques. Ils sont obligés de passer par là pour être dans le système politique international. Moi, je vais te dire une chose, Richard. Si on prend les documents de 1940, Ouais. à l'exception du président Adams aux États-Unis, tous les présidents avaient et appartenaient à la franc-maçonnerie. À cette époque-là, 65% des sénateurs américains appartenaient à la franc-maçonnerie. Ils sont obligés d'y appartenir, sinon ils ne passent pas. Ben, les pères de la Constitution américaine, Jefferson, Benjamin Franklin, ils étaient tous des francs-maçons. Ils étaient tous des francs-maçons, ils étaient reliés avec les groupes comme Lafayette, Voltaire qui rencontrait en France, ainsi de suite. C'était une continuité des loges françaises en Amérique plutôt que de du Nord. penser qu'ils veulent le mal de l'humanité, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'en toute bonne volonté, ils veulent le bien? Puis quand vous dites une épuration de la population, ça serait le genre de ce qui se passe en Yougoslavie, une épuration raciale, religieuse, spirituelle, pour que finalement ne règne sur la terre que ceux dans la race humaine qui méritent de régner, et que les autres soient utilisés comme des esclaves, comme le voulait Adolf Hitler. Les nazis, puis à part des nazis, c'était le petit peuple. Tu vois, pour répondre à ta question là-dessus, la révolution russe, le communisme comme tel, est l'application matérielle et politique. Une tentative, en fin de compte, un essai qu'ils ont fait au niveau de toute une nation. Pour Hitler, c'est une tentative au niveau spirituel. Et ce que je m'explique à l'intérieur de ça, c'est que Hitler était considéré non seulement comme un sauveur, c'était plus qu'un homme politique pour le peuple allemand, il était une réincarnation au niveau des anciens dieux allemands, et beaucoup plus que ça, il était l'individu qui avait été choisi par Dieu pour redonner au peuple allemand ce qui lui revenait de droit, en fin de compte. Et c'était en diminutif ce qu'ils veulent établir au niveau d'un gouvernement mondial avec l'Antéchrist au pouvoir. D'ailleurs, le gouvernement mondial, ce serait, si on veut, la suite logique de cette domination. C'est une suite après logique, Hitler, effectivement. Le Troisième Reich est disparu, on est sous maintenant le Quatrième Reich. À l'heure actuelle, on pourrait dire ça, mais prends juste ce qui est sorti aux nouvelles, là seulement à peu près 48 heures sur les bulletins de nouvelles, où on va envoyer une force spéciale à Haïti, une force de police internationale. Il y a deux choses à remarquer à l'intérieur de ça. Un, on veut choisir, et on a précisé qu'on veut choisir les contingents militaires canadiens-français pour les envoyer à Haïti. Et à ce moment-là, on rejoint ce que j'avais mis dans mon premier volume, il est minuit moins 15 secondes à Ottawa, pour départir le Québec de toute opposition militaire possible pour les plans qu'ils ont en tête à l'heure actuelle. Les troupes des Nations unies du Canada qui sont en Yougoslavie, c'est des Canadiens français. Justement. Et deuxièmement, on est en train de mettre psychologiquement dans la tête des gens l'existence d'une police internationale nécessaire. Mais la police internationale nécessaire est en diminutif, là, une police réelle qui va gérer, en fin de compte, le bien-être des gens sur la société de la planète sous un gouvernement de l'Antéchrist. C'est en plus gros qu'est-ce qui existait sous Hitler ou sous d'autres régimes qui ont existé où il y avait une police spéciale pour surveiller les intérêts de l'État. Mais il faut se dire qu'au départ,
Ceux qui deviennent présidents des États-Unis, qui deviennent présidents des nations à l'actuel, il faut qu'ils aient passé le 33e degré de la franc-maçonnerie. Ouais. Quel est en réalité ce 33e degré-là? Le 33e degré se compose d'une messe noire obligatoire, d'un sacrifice humain, On et tue quelqu'un. on tue quelqu'un véritablement, soit qu'on a enlevé ou ainsi de suite. Ça fait partie du rite initiatique à ce moment-là. Et troisièmement, c'est la glorification de Satan et l'établissement du règne de Satan sur la planète. C'est ce que cherchent réellement pour eux autres. Ils sont dans leur droit, ils ont le droit de le faire, et c'est les sociétés issues des valeurs christianistes qui sont dans l'erreur, qui ont usurpé le droit, en fin de compte, à Satan d'exister sur la planète. Ben, le Christ le disait, lui, qu'on était dans l'univers de Satan, de ses œuvres et de ses pompes. On est dans l'univers, quand on dit on est dans l'univers, on est sur la planète, ça y appartient. Ouais, alors mon cher ami Serge Mona, avec son livre « Le corps mystique de l'Antéchrist », c'est un document excessivement rare, je dois dire, oui, ben oui. que la franc-maçonnerie va essayer de faire disparaître par-dessus, disparaître dans la poussière et ainsi de suite, et que je prends le risque de sortir, mais il faut que la vérité sorte, sinon les gens ne seront pas informés. Alors, quelle couleur il va être en page couverture? Parce que là, on a une photocopie seulement. Là. Il va être comme ça, là, noir et blanc. Noir et blanc, justement. Bon. Alors, le corps mystique de l'Antéchrist par Serge Mona. Merci, M. Mona. Bonne chance. On a vu un numéro de téléphone apparaître sous votre nom à l'occasion. C'est votre nouveau numéro de téléphone. Des gens peuvent vous rejoindre. Oui. Et il devait, je pense, laisser un message digital. Ouais, je dois préciser que à la dernière émission où je suis passé à propos du Lamilou, moins 15 secondes à Ottawa, ouais. il y a au-dessus de 100 personnes qui ont appelé. Ils devaient laisser un message digital et ils ont laissé un message vocal. Ils ont parlé avec le voix de dire, bon, mon nom, mon numéro de téléphone. Et aucun de ces messages-là n'a été enregistré. Donc, pour tous les gens aujourd'hui qui regardent l'émission, je leur demande de rappeler, parce que les premiers messages n'ont pas été enregistrés, et il y a quelqu'un qui va leur répondre puis qui va enregistrer le message vocal lorsque les gens vont parler. Ah bon, parfait. Ou ça va être un répondeur automatique. Justement. Oui. C'est moi qui parle dessus. Parfait. Merci et encore une fois, bonne chance. C'est moi qui te remercie. Nous rencontrerons M. Serge Mona, journaliste d'enquête de Regretté Mémoire, qui avait fait des enquêtes très compromettantes sur les dossiers de la politique, de l'économie, du plan médical, de l'avenir du monde. Ce sera donc un rendez-vous très spécial à ne pas manquer. La conspiration de l'âge verso, ça se joue au niveau international. Si on veut comprendre comment est-ce que l'économique fonctionne sur le plan international, c'est peut-être bizarre, mais le meilleur exemple qui existe à ce niveau-là est le jeu de Monopoly. C'est un Monopoly parce que l'argent en soi n'a aucune valeur. En tout cas, pour ces gens-là, elle n'a pas. Ils ont réussi à faire croire aux populations qu'elle en avait une. Ils ont très bien réussi. Il y a des volumes qui existent là-dessus. Donc, au niveau international, c'est une lutte de pouvoir entre différents clans et en différents groupes pour s'assurer une place de choix dans l'éventualité de la formation d'un gouvernement mondial. Okay? Comme si on prend des bonhommes comme Bush ou d'autres qu'on considérait comme étant les plus importants au niveau international, ce n'est pas eux qui sont les plus importants, ils sont seulement, comme Kissinger, les valets de personnalités qui, elles, sont dans l'ombre. Donc, les personnes qui ont le vrai pouvoir, et c'est pour ça qu'on l'appelle en premier lieu le pouvoir occulte, c'est que ces personnes-là ne sont pas des personnes de façade, c'est pas eux autres qui sont au premier plan. Et là, on rentre dans le jeu politique de Machiavel, c'est-à-dire que ceux qui se font descendre ou ceux qui reçoivent les baffes, c'est jamais ceux qui ont le contrôle. C'est toujours le représentant. J'ai eu des moyens de bataille lorsque je parlais à des étudiants et des professeurs à l'Université de Montréal au mois de janvier et février. J'ai dit, il va falloir que vous soyez capables dans vos cours en sciences politiques, sciences économiques et autres à l'université, d'être capable de vous asseoir et de penser en fonction de stratégie. Qu'est-ce que ça implique, le mot stratégie? Le mot stratégie, ça ne tient pas compte de vos souhaits, de vos pensées personnelles. Le mot stratégie implique
la connaissance de l'adversaire jusque dans ses moindres pensées, c'est-à-dire que vous êtes capable de savoir de quelle façon qu'il pense, de quelle façon qu'il va réagir et qu'est-ce qu'il veut exactement, sinon vous allez arriver sur un... Bienvenue, mesdames et messieurs. Voici une émission spéciale à la mémoire de Serge Mona, décédé fin décembre 1996, d'une crise cardiaque, dit-on. Alors voici cet extrait des archives, mai 1995, et remarquez le contenu des enquêtes de M. Serge Mona. Il n'y avait pas de quoi se faire des amis. Membre de l'Agence internationale de presse libre, M. Serge Mona. Bonjour. Bonjour, ça. Et on a devant moi ici là, une panoplie de quelques-uns des documents que vous avez mis sur le marché depuis à peine 2 ans. À peine 2 ans, oui. Il y en a une trentaine. Une trentaine de documents d'enquête que j'ai sortis à un rythme d'environ 1 par mois, Oui. à cause de l'urgence de la situation, et aussi en fonction d'avertir autant de gens que possible dans la population de ce qui s'en venait. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? On va essayer de faire un tour d'horizon sur tous les niveaux, hein, parce qu'on parle de le nouvel ordre mondial. Bien, on parle du nouvel ordre mondial, puis on est amené, malgré nous autres, à devoir en parler pour la simple raison que les problèmes économiques actuels, ce qui se produit, les mises à pied massives, les coupures de budget, les budgets d'austérité, tout d'un coup, comme ça, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça nous arrive? Qu'est-ce qui est caché qu'on nous dit pas? Mais en arrière de ça, c'est clair que il y a une organisation cachée, parce qu'il n'y a pas seulement ici que ça se produit à l'heure actuelle dans tous les pays de l'Occident. Donc, si ça se produit dans autant de pays en même temps, c'est parce que ça fait partie d'une organisation qui ne nous est pas dévoilée. Qui est mondial. Qui est mondiale. Et si on dit un nouvel ordre mondial. Et quand on parle d'un nouvel ordre mondial, on parle d'un nouvel ordre qui est construit sur l'ancien ordre, qui doit remplacer l'ancien ordre qui existait, c'est-à-dire celui dans lequel on se trouve encore aujourd'hui. Quand on dit on s'est acheté une nouvelle automobile, bon, on s'est débarrassé de la vieille. Hein? Justement. Donc, c'est exactement la même chose, mais au niveau de toute la réorganisation d'une société. Alors, on va aborder tout ce qu'on peut imaginer. Alors, vous comprenez, mesdames et messieurs, que c'est une émission très compromettante parce que, en dehors de tout partisanerie politique, on va présenter tous ces dossiers-là, les uns derrière les autres. Ce que les gens sont peut-être pas au courant, en fin de compte, et qui dit, on met des gens à pied pour les remplacer par de la technologie. Donc, à ce moment-là, on augmente la masse des gens au niveau de l'aide sociale à l'intérieur d'une période de 2 ans. On est garanti de se retrouver non plus avec des milliers, des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes sur l'aide sociale, mais on va se retrouver avec des millions de personnes sur l'aide sociale, alors qu'en même temps, c'est là qu'on voit la contradiction, qui n'est pas apparente à l'actuel parce que personne s'est assis pour faire les calculs. C'est là qu'on voit la contradiction. Comment se retrouver sur l'aide sociale avec des millions de personnes qui sont donc dépendantes de l'État, en même temps que l'État dit on est obligé de faire des coupures parce qu'on ne peut plus supporter de payer autant de gens à rien faire. quelque part. Ben, pourquoi est-ce qu'on le fait? On le fait uniquement, et ça c'est d'après la documentation que nous autres en tant que journalistes, ça nous est possible d'avoir, on le fait en fonction d'arriver à niveler les populations. On parle de la construction d'un nouvel ordre mondial se construisant sur un ordre ancien. Si on veut construire un nouvel ordre mondial, eh bien, un nouvel ordre mondial ne peut pas se construire s'il y a des personnes qui sont indépendantes à l'intérieur de la population et qui peuvent résister à l'instauration de cet ordre-là. Alors, à l'heure actuelle, on a commencé, sans que ça paraisse, le processus de niveler les populations au même niveau. Ça veut dire qu'on met au même niveau la population, on fait disparaître la classe moyenne et on fait disparaître la classe de ceux qui possèdent un peu plus que la classe moyenne, comme ceux, par exemple, qui sont fonctionnaires à l'heure actuelle. D'accord? Oui. Donc, après 1 an, même s'ils reçoivent une prime de départ, qui n'ont pas le droit à l'aide sociale, à un moment donné ou l'autre, ils vont arriver au bout de leurs ressources. De quelle façon est-ce qu'on va accentuer maintenant? Oui, je viens d'avoir une parenthèse. Oui, allez-y. Et même les derniers restants humains dans le système de la mécanique du gouvernement vont tellement avoir peur de perdre leur job qu'ils vont prendre des décisions inhumaines dans des circonstances
s'il y a encore des fonctionnaires qui travaillent pour le gouvernement, ils auront, eux, la chance d'avoir une sécurité d'emploi, ou en tout cas au minimum avoir un emploi. On va arriver à cela tout à l'heure. Encore là, même ceux qui sont là vont devenir inhumains dans leur comportement, Ouais. parce qu'on se dit au moins je garde ma job en... Ils vont être prêts à faire n'importe quoi. C'est ça que ça veut dire. Oui. Je vais vous poser une question. Vous faites partie du groupe de financiers à l'échelle internationale qui voulait instaurer un nouvel ordre mondial qui comprend, par conséquent, un gouvernement mondial, forces multinationales au niveau militaire sur le plan international, des forces multijuridictionnelles au niveau des effectifs policiers sur le plan international, un tribunal international par conséquent pour gérer tout ça. Est-ce que vous allez vous permettre d'avoir un ensemble d'individus qui seraient suffisamment indépendants pour contester l'instauration de votre ordre? Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en d'autres mots, que toute personne qui posséderait des réserves d'or ou qui aurait, en fin de compte, une terre agricole, une exploitation pour être capable, elle, de s'autosuffire, est un danger par rapport à ces gens-là qui veulent avoir un contrôle absolu. On s'en va vers une crise économique, mais on s'en va vers une crise sociale. C'est encore pire. Ouais, c'est pas une crise économique. C'est une crise sociale. Les gens vont se révolter. C'est en fait une crise qui est fabriquée de pures pièces, toujours en prenant le prétexte coupure, mesures d'austérité, on est obligé de faire ça. Mais en réalité, il n'y en a pas de crise, OK? Je vais vous donner un exemple. Il y a 45 000 fonctionnaires qui sont mis à pied, comme ça, le jour au lendemain, sur une période échelonnée sur 2 ou 3 ans. Bon. Bell Canada, 10 000 employés. Telle autre grosse compagnie ou grosse corporation, tant de milliers d'employés, on se dit, faut rationaliser. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que rationalisation pour les grosses compagnies veut dire passage du bassin humain d'employés à l'électronique. Ça, on ne l'a pas dit aux gens. On a dit qu'il faut rationaliser, mais on n'a pas dit aux gens qu'on veut se débarrasser de tant d'employés au niveau d'une masse salariale pour remplacer ces employés-là par de la technologie, de la haute technologie au niveau de l'électronique, qui va remplacer le travail que faisaient ces employés-là, et qui, par conséquent, va doubler et même tripler les profits de ces entreprises-là. Ça, on n'a pas dit ça aux gens. Là, si on parle maintenant du gouvernement, au niveau de 45 000 employés de la fonction publique, on fait quoi? On rationalise les opérations gouvernementales, on remplace ces 45 000 employés de l'État par de la technologie électronique. Donc, la technologie, c'est quoi par définition? La technologie, c'est un esclave. Si on prend un ordinateur, c'est un esclave qui n'a pas de religion, qui n'a pas de nationalité, qui n'a pas de couleur, qui n'a pas d'émotion, et qui va exécuter ce qu'on va lui dicter. Donc, l'esclave parfait. Donc, le gouvernement dit, on veut réduire la dette gouvernementale, donc on met 45 000 fonctionnaires à l'écart, mais en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on modernise l'appareil d'État par une haute technologie électronique, et une technologie électronique qui va servir, elle, à contrôler la population, d'autant plus facile de contrôler cette population-là, qu'il n'y aura plus d'intermédiaires, d'individus avec des émotions humaines pour être capable, en fin de compte, d'interférer à l'intérieur des processus gouvernementaux. Ce qu'on appelait la bête autrefois. Ce qu'on appelait la bête, ou ce qu'on appelle, sous un autre nom aussi, la société technotronique. La société technotronique, c'est quoi? C'est l'organisation dans le gouvernement mondial, dans le nouvel ordre mondial, l'organisation des sociétés en fonction de la technologie existante. Donc, les gens deviennent l'esclave, sont obligés de vivre selon la technologie qui existe, et non le contraire, comme on l'avait fait croire il y a 20 ou 30 ans, lorsqu'on mettait cette technologie-là au point. Oui, c'est que finalement, c'est les humains qui vont devenir les esclaves de la machine. Exactement. Auparavant, la machine existait en fonction de pouvoir faciliter, en fin de compte, le travail de l'individu et l'ouvrir à une plus grande possibilité des loisirs. C'est pour ça qu'on avait développé la technologie dans les années 60, et c'est à partir de ça qu'on avait encouragé la mise sur pied de la société des loisirs. Mais à l'heure actuelle, c'est l'inverse qu'on fait.
on établit une technologie qui remplace les masses de salariés, les masses, en fin de compte, d'employés des entreprises. En d'autres mots, la croissance d'une entreprise ne garantit plus une plus grande demande de main-d'œuvre. Sécurité d'emploi. Il ne signifie plus sécurité d'emploi. La croissance d'une entreprise signifie, en fin de compte, la croissance de toute la technologie électronique dans cette entreprise-là, aux dépens des individus qui deviennent à ce moment-là des chômeurs. Et ça va tellement loin qu'à l'heure actuelle, dans le processus qui est enclenché, la majeure partie des étudiants, cégep, université, école secondaire, avant même d'avoir complété leurs études, sont convaincus qu'ils ne pourront même pas avoir d'emploi. Parce que déjà, leurs parents, qui, eux, ont les connaissances et ont l'expérience, sont remplacés par l'électronique. Donc, eux autres, à l'heure actuelle, ils se retrouvent devant un mur. Avant même d'avoir complété les études, ils arrivent devant un mur sans aucun débouché. Rentabilisation, c'est le grand mot. Oui. Rentabilisation. Ça va plus loin que de rentabiliser les entreprises. C'est de dépersonnaliser de toute fonction humaine le gouvernement et l'entreprise qui, à ce moment-là, devient beaucoup plus effective au niveau déshumanisé au niveau du contrôle des populations. C'est ça. Sous l'égide, toujours, je le répète, de l'Agence internationale de presse libre. Nous autres, on travaille sur des dossiers d'enquête qui, habituellement, ne sont jamais traités par les médias d'information officielle parce qu'ils ont les mains liées. On est indépendant, on peut donc sortir des dossiers auxquels personne n'oserait toucher à côté. D'accord? Donc, si les gens veulent savoir, vraiment, je les encourage à ce moment-là, parce qu'on n'a pas fait ça pour rien, c'est pour eux autres qu'on l'a fait. S'ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe au niveau économique au Québec, qu'est-ce qui se passe au niveau économique international, qu'est-ce qu'on lui cache, qu'est-ce qui est pensé par en dessous, le document et la cassette lui donnent absolument toute l'information. Ils vont être capables d'avoir ça, d'écouter n'importe quel bulletin de nouvelles à la radio et à la télévision, ils vont tout comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous me posez la question, mais pourquoi, en fin de compte, vouloir en arriver à un contrôle international de tous les individus par l'instauration d'un nouvel ordre mondial? Ça va peut-être paraître invraisemblable à certains. On tombe à ce moment-là, même si on ne le veut pas, dans une question de dimension spirituelle, qui est le contrôle des âmes de chaque individu sur toute la planète. Le contrôle des âmes de chaque individu sur toute la planète. C'est là-dessus qu'on débouche au bout de la ligne. Vous me demandez, est-ce que les gens ont des solutions lorsqu'on voit qu'ils sont dirigés dans un entonnoir? On ne peut pas passer à côté que même ceux qui possèdent de l'argent à la banque, à l'actuel, possèdent une propriété, d'ici quelques années, vont la perdre parce que c'est voulu comme ça. À l'heure actuelle, vous en avez encore la possibilité. Trouvez-vous quelque chose le plus loin des villes, à la campagne, proche des forêts. Organisez-vous avec d'autres personnes. Développez des mécanismes que vous avez perdus depuis 30-40 ans qui s'appellent la confiance, la tolérance, l'organisation communautaire, et partez pendant que c'est le temps. Je vous dis pas, croyez-moi dans tout ce que je vous dis. Non. Vérifiez ce que je vous dis, réunissez-vous en groupe, discutez-en, voyez si c'est vrai qu'on s'en va dans une situation comme ça, qu'on passe pas à côté, et si vous le réalisez, pendant le temps que vous pouvez le faire, qu'il vous reste encore un compte de banque, qu'il vous reste de l'argent, qu'il vous reste une propriété que vous pouvez échanger. Oui, mais savez-vous, Serge-Mona, ce que vous venez de dire là, c'est exactement le discours des gourous des sectes. Non, mais moi, je dis pas aux gens de s'organiser une secte. C'est pas ça que je l'ai dit. Organisez-vous pour vous assurer une survie des années qui viennent. Presque toutes les sectes actuellement, incluant même les religions fondamentales comme le christianisme, on s'en va vers un apocalypse, on s'en va vers des temps de souffrance et de misère. Et là, vous nous dites, pour être épargné, prenez vos précautions avant que le bateau coule. Je ne dis pas aux gens pour... Je lui dis que s'ils ne veulent pas être dépendants des décisions de l'État et de l'impossibilité de pouvoir se nourrir... Pendant combien de temps? Pendant une couple d'années? Parce qu'après une couple d'années, ils vont être
obligés de passer par Non. là autres aussi? Non, parce que l'installation du nouvel ordre mondial ne peut être possible que dans les villes pour commencer, parce qu'ils ont réalisé... mais après. Non, ils ont réalisé que pour être capable de prendre le contrôle des villes, d'ailleurs, c'est facile de contrôler des gens dans une ville, tous les gens sont dépendants. Ouais. Vous vivez dans une ville en autant que vous avez un revenu, en autant que vous avez de l'argent de place. À partir du moment où vous en avez plus, vous êtes plus capable de vivre dans une ville parce que la ville, vous êtes dépendant. D'accord? C'est sûr. Bon. Quand je dis aux gens, sortez des villes, Ouais. je lui dis parce que si on a des enfants, ou des petits-enfants ou quoi que ce soit, ils vont être capables, par la culture, Oui, ainsi de les nourrir. Ce que je rajoute, Serge, c'est que les gens, même en dehors, au bout de 2 ans ou 3 ans, le gouvernement mondial va être rendu à surveiller là, les endroits isolés. Il n'y aura pas le temps. Parce que Pourquoi? parce que essayez d'imaginer le nombre d'effectifs policiers et militaires que ça va vous prendre, juste, non seulement pour instaurer ce nouvel ordre mondial-là, contrôler les Il différentes va y avoir villes. des tueries massives. Mais- Les 2 tiers de l'humanité vont être éliminés. C'est la belle façon de les Ils éliminer. peuvent pas Ça sera éliminer, fait légalement. ils peuvent pas éliminer 2 tiers de l'humanité comme ça sans risquer de s'éliminer eux-mêmes. Dans les villes, on va Et c'est servir. quelque chose d'excessivement compliqué, de très compliqué. Ils peuvent pas faire n'importe quoi, ils le font. Ils vont être tellement incapables d'avoir instauré ce nouvel ordre-là et être capables, après, c'est pas tout de le mettre en place, c'est de le maintenir par la suite. Ouais, c'est sûr. Napoléon s'est rendu jusqu'à Moscou. Il n'a pas pu maintenir la Russie après. Non. Il y a Mais il n'y avait personne. pas l'électronique qu'on a aujourd'hui qui remplace des millions d'observateurs, de surveillants, etc. Et ça me rappelle ce que je disais il y a encore quelques semaines sur les autorismes expérimentaux. On s'en va vers un 4e Reich, pas allemand, mais un 4e Reich Économique. mondial. Oui. Un 4e Reich économique au niveau mondial. Merci Serge. Moi, je te remercie. J'espère qu'on va se revoir. Bon, on va sûrement se revoir parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas eu le temps de dire grand-chose. On vous rappelle, mesdames et messieurs, que cette émission est une émission spéciale à la mémoire de M. Serge Monat, qui est décédé à la fin décembre 1996 d'une crise cardiaque, dit-on. Alors, cette émission était extraite des archives enregistrées en mai 1995. Alors, cette émission était extraite des archives enregistrées en mai 1995